s'agit en fait du programme Objectif Thèse. Alors pour vous expliquer l'histoire, s'il y a des Lillois parmi vous, j'adore mes petits étudiants, vraiment, et je suis très triste de voir la moitié d'entre eux complètement dépités au moment de faire leur thèse, avec un encadrement qui n'est pas toujours très présent, des gens qui sont dans la nature, en particulier en médecine générale, parce qu'en plus ils quittent l'environnement de la recherche, etc. Enfin bon. Et donc, cette grande tristesse, finalement, s'est transformée en énergie, et j'essaie de leur mettre à disposition des ressources, et donc je vais vous présenter ces ressources aujourd'hui. Elles sont gratuites, hein, vous avez simplement à inscrire les quelques numéros de votre carte bancaire sur mon site perso. Et, bon, alors, en vrai, c'est que des trucs disponibles gratuitement, sans aucune contrepartie. Ce sont des vidéos sur YouTube, ce sont des fichiers prêts à l'emploi. Pour les vidéos YouTube, je ne perçois absolument rien sur les publicités qui passent dessus, donc je suis navré pour les 5 secondes de publicité infligée. Et je vais vous présenter ici un tour d'horizon de ces différentes ressources. Donc, Objectif Thèse, c'est un programme d'encadrement qui ne vous concerne pas a priori, puisque je suis limité, je peux encadrer qu'une dizaine de personnes par an, mais ce sont surtout toutes les ressources qui sont disponibles et que vous pourrez retrouver. Et ces ressources couvrent l'ensemble du processus ici. On part de la conception, la recherche bibliographique, l'acquisition des données, l'analyse statistique, jusqu'à la rédaction scientifique et la présentation. Alors commençons par la partie bibliographie pour vous donner un tour d'horizon de ce qui est disponible. Vous trouverez là des instructions qui concernent le logiciel Zotero. Quand j'étais jeune, moi, on avait un peu de mal à faire la bibliographie, on utilisait des outils qui ne fonctionnaient pas toujours, ou alors qui étaient payants, mais des trucs craqués, etc. Et parfois ça plantait, on perdait les affaires, etc. Depuis qu'on a Zotero, c'est beaucoup plus simple, c'est un logiciel qui est gratuit, qui fonctionne extrêmement bien. Même le stockage dans le cloud est gratuit. Donc toutes les fonctionnalités sont expliquées dans la vidéo qui correspond. Et cet outil fonctionne très très bien. Et alors ce qui est étonnant, c'est que généralement, quand on prend en main un outil, il faut quand même quelques jours pour amortir le coût de prise en charge, le temps en fait qu'on y passe. Et bien Zotero, on peut dire que dès la première demi-journée, vous gagnez du temps, parce que la prise en main, c'est moins d'1 heure, et dès la deuxième heure de travail, vous avez déjà gagné du temps. Alors imaginez à la fin d'un travail de thèse, le temps que ça vous fait gagner. Alors pour le dire en 2 mots, Zotero s'installe avec automatiquement un plugin pour votre navigateur web, et quand vous allez sur un article ici quelconque sur PubMed, vous avez automatiquement ce petit pictogramme qui s'affiche, et quand vous cliquez dessus, automatiquement, l'article s'incorpore dans Zotero. Et parfois, avec simplement ces métadonnées ici, le titre, les auteurs, les dates, etc. Et puis parfois, ça va chercher automatiquement le PDF qui devient lisible dans Zotero. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ça se synchronise sur le cloud dès que vous avez créé un compte, qui est gratuit lui aussi. Le volume que vous avez gratuitement est très 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 largement suffisant pour vos études. Il n'y a que les encadrants qui doivent payer genre 15 € par an. Et donc, si vous vous connectez avec des postes différents mais avec le même compte, tout ça, ça se synchronise automatiquement. Donc vous ne perdrez plus jamais votre bibliographie. Alors ensuite, quand vous êtes dans votre traitement de texte, comme par exemple Word ou alors LibreOffice ou OpenOffice, eh bien ça vous ajoute une petite barre d'outils et vous pouvez, en étant à un endroit, ici, ajouter des citations, clac, 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 et automatiquement, à l'endroit que vous avez désigné, les références s'inscrivent en suivant le style que vous avez choisi. Et si finalement, après avoir entièrement terminé votre document, vous dites « Ah ben zut, il fallait faire ça en Vancouver et j'ai fait ça avec le style de Nature ou je sais pas quoi », ben vous cliquez sur Vancouver et automatiquement tout se met à jour. Y compris si au lieu de mettre 1 et 2, il faut mettre le nom de l'auteur avec l'année ou je ne sais quoi. Ça se fait vraiment tout seul et ça marche très 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 bien. Donc vous gagnerez énormément de temps. Imaginez-vous que nous, les méchants membres du jury, en fait ce qu'on fait souvent, c'est qu'on regarde ici et on voit tout de suite si c'est pas homogène. Par exemple, s'il y a une fois la lettre devant le prénom, devant le nom, une fois après, une fois avec un point, une fois sans point, et tout de suite on se dit « Ah, il a fait ça à la main, ça m'énerve ». Ben voilà, avec Zotero, ça ne vous arrivera plus, et en plus, vous gagnerez du temps. Alors ça, c'est l'outil. Maintenant, le fond, bien sûr, c'est la recherche bibliographique. Elle est essentielle à faire dès le début. Elle est malheureusement nécessairement itérative, c'est-à-dire que même si vous êtes très sérieux, sauf dans les revues exhaustives de la littérature, au fur et à mesure que vous avancerez, vous vous rendrez compte qu'il manque des références. Il faudra recommencer. Vous vous rendrez compte que vous avez oublié un mot-clé,
que, par exemple, vous avez mis penis length tout le temps, alors qu'en fait, il faut dire penile length et tout ça. Voilà. Donc, il faudra relancer la recherche. Et gérer l'itérativité de la recherche, souvent, c'est un peu difficile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la bibliographie, c'est le point facile pour permettre au jury de vous défoncer. Parce que les jurys adorent dire « Oh, j'ai regardé les références bibliographiques, déjà, il n'y en a que 30. Et en plus, sur les 30, il y en a 25 en français. Ce sont des tests de médecine générale, c'est pas top. » Voilà, donc vous êtes sûr que vous aurez des remarques sur ça. Donc il faut vraiment le faire correctement dès le début. Et une fois qu'on s'est mis dedans, c'est pas si long que ça, en fait. Donc la vidéo qui est en ligne vous présente une démarche systématique. Et comme souvent les gens s'embrouillent un petit peu dans l'écriture de la requête, je vous ai fait un petit fichier Excel qui est ici. Tac, tac, voilà. Et dans ce fichier Excel, vous mettez des mots-clés, comme ça, et ça vous génère automatiquement le texte de la requête. Et l'intérêt, c'est que quand vous décidez de mettre à jour votre liste de mots-clés, ça régénère la requête. Et comme ça, vous ne verrez après que les choses différentes, et vous les incorporerez dans Zotero. Alors, sans aller dans le détail, parce que la vidéo le montre de façon plus détaillée, lorsque vous entrez les termes, il faut tout de suite penser polymorphisme. Si, par exemple, je m'intéresse aux statines en général, je vais écrire statine, statines avec un S, et puis je vais me dire, ah, je crois que je l'ai vu une fois avec une faute d'orthographe. Eh bien, vous ajoutez la faute d'orthographe, statine avec un E, statine ES. Et puis vous dites, ah ben les principales, c'est la simvastatine, la rosuvastatine, machin. Vous mettez ces termes-là. Et en les mettant ici dans la même colonne, ils seront considérés, non pas comme des synonymes, il ne faut pas exagérer, mais comme des termes équivalents, au sens où ils réfèrent au même concept. Et si moi je veux m'intéresser aux effets indésirables liés à l'arrêt d'une statine, eh bien, il y a 3 concepts. Il faut qu'il y ait à la fois une statine, il faut qu'on me parle d'arrêt de traitement, et il faut qu'on me parle d'effets indésirables. Donc je mets ici le nom de toutes les statines que je connais, avec éventuellement des fautes d'orthographe en plus. Et très important avec les formes plurielles, parce que PubMed ne sait pas calculer le pluriel d'un mot. Je mets ici tout ce qui est relatif à l'arrêt, stop, discontinuation, interruption, deprescription, etc. Et je mets les mêmes au pluriel. Et en fait, je mets mon 3e concept qui est adverse effect, adverse reaction, machin. Et là encore au pluriel. Ça me génère automatiquement ce truc-là, cette chaîne de caractères. Et je la colle dans le champ de recherche de PubMed, j'appuie sur Search et j'ai ma liste d'articles. Au passage, ça permet aussi de chercher tantôt que sur le titre, tantôt sur titre et abstract, etc. Voilà, donc ça pourra vous faire gagner du temps. Alors, une fois que vous avez fait votre recherche bibliographique, il faut recueillir les données. Pour recueillir les données, il faut d'abord faire un tirage au sort dans certains cas. Il faut ensuite concevoir et présenter un formulaire. Vous allez voir comment on peut faire vite fait. Il faut ensuite saisir les données, et puis il faut les nettoyer, parce que souvent, une saisie humaine, ça donne des données un peu caca. Alors pour le tirage au sort, déjà, je vous ai mis un fichier Excel qui permet de faire un tirage au sort rétrospectif. Vous avez 100 patients, vous voulez en tirer au sort 20 parmi les 100. Voilà. Donc ça le fait automatiquement. Vous avez un autre fichier pour faire du tirage prospectif. Je vois les patients un à un, et à chaque fois que j'en vois un, je dois savoir si je l'inclus, oui ou non. Ça vous concernera probablement moins pour vos thèses. Donc le fichier le fait. Et vous avez une vidéo et des recommandations ici pour faire un formulaire qui marche bien. Un truc très important dans les formulaires, c'est le taux de réponse. Et si vous regardez la vidéo, vous verrez que tout est orienté vers cette question du taux de réponse. Il y a des études scientifiques qui montrent comment on peut augmenter le taux de réponse d'un formulaire. D'ailleurs, c'est dit, hein, il faut un formulaire papier. Oubliez les Google Sheets. Google Sheets, ça donne de la shit. Vraiment. C'est pas parce que Google ne fonctionne pas bien, c'est parce que quand vous avez un bas taux de réponse et quand vous ne connaissez même pas votre taux de réponse, ça donne rien de bon. On va parler de Kiki, hein, encore une fois, parce que j'adore les tennis. Il y a une histoire avec une psychologue états-unienne qui était célèbre pour avoir fait un travail où elle interrogeait des femmes au foyer sur leur épanouissement sexuel. Et en fait, le bilan était catastrophique avec, je crois, plus la moitié des femmes qui se disaient insatisfaites sexuellement. Et en fait, son taux de réponse était plutôt de l'ordre de 2%, en tant que je me souvienne. Donc en fait, ce sont les gens qui avaient un problème qui ont répondu au questionnaire. Donc le risque du questionnaire, quand le taux de réponse est faible, c'est d'avoir que des militants ou des gens concernés par une cause, positivement ou négativement, qui répondent. Donc il faut un taux de réponse élevé, et pour ça, c'est clair, il faut un formulaire en couleur. La couleur, en fait, c'est un élément dont il a été prouvé qu'il était associé à un meilleur taux de réponse. Très bien présenté, comme le formulaire de l'impôt sur le revenu, par exemple.
avec un joli courrier d'accompagnement, avec une photo. Mesdames, sachez que la plupart des médecins installés sont encore des gens âgés et hommes, et que les hommes répondent plus aux sollicitations faites par des femmes. C'est comme ça. Il faut une enveloppe retour pré-timbrée. Ne comptez pas sur les gens pour écrire eux-mêmes l'adresse et poser un timbre. Et en plus, l'intérêt, c'est que vous allez pleurnicher, vous dites « Ah, je suis étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent, et j'ai quand même cassé ma tirelire pour vous mettre un timbre ». Les gens se sentent un peu redevables et ils répondent plus. Bon, il y a tout un tas de trucs comme ça que vous verrez sur la vidéo. Et puis, je vous explique également comment utiliser chaque composant de formulaire, à quoi il peut servir, quelles sont les bonnes pratiques liées à ce champ. Et on parlera également du problème de la confidentialité. Vous trouvez un papier par terre qui vous dit cette personne a le VIH, vous savez que cette personne a 22 ans, que c'est un homme en Indre-et-Loire, né le 22 janvier, qu'il a été hospitalisé ne serait-ce qu'une fois dans l'année sans savoir où, vous savez qui est cette personne. Donc il faut très peu d'informations pour identifier les gens, et on parle dans la vidéo de démarche réglementaire, c'est parce que même des données que vous croyez être anonymes, en fait, sont identifiantes. Donc c'est très important de faire attention à ce point-là. Alors vous trouverez également un fichier Word qui contient déjà un formulaire mis en forme. Alors pour les gens qui aiment Word, c'est fait vraiment avec des styles tout propres, avec des tabulations, etc. Et en fait, ce style-là est inspiré du style du formulaire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques du ministère des Finances, l'IRPP. C'est quand même un bon formulaire, en fait. L'intérêt, c'est que vous savez exactement qu'il faut répondre à droite et pas à gauche. Donc ça vous permet de savoir si vous avez répondu à tout. Et la présentation est très claire, le jeu de couleurs, machin, bon, voilà. Donc si vous souhaitez l'utiliser, vous gagnerez énormément de temps, que ce soit pour un formulaire soumis à des patients, à des professionnels, ou même simplement pour un formulaire que vous-même utilisez pour annoter des dossiers. Donc pareil ici pour les échelles de Likert, avec tout le corpus théorique qui va derrière. Alors ensuite, vous avez une vidéo qui vous présente un guide de saisie pour chaque type de variable, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, ici, vous avez une variable qu'on peut qualifié de multivalué. La personne peut avoir plusieurs antécédents en même temps. On vous explique qu'il faut les saisir en colonnes binaires avec des 0 et des 1, etc. Alors une fois que vous avez saisi les données, il faut les nettoyer, les vérifier. Et il y a quelques outils vraiment indispensables sans rentrer dans toute la complexité d'Excel. Il ne faut pas écrire des macros. La plupart du temps, vous n'aurez pas besoin d'écrire de formules, mais il y a vraiment un outil fondamental qui sont les filtres automatiques. Donc ça vous sera expliqué. Les tableaux croisés dynamiques qui permettent de vérifier simplement par groupe de patients certaines valeurs agrégées, le nombre, la moyenne, le minimum, machin, etc. Et puis, on parlera également ici de recodage de variables. Alors, quand vous êtes sur une vingtaine de patients, on peut recoder à la main, mais parfois, il faut faire des recodages sur plusieurs milliers de lignes en même temps. Et il y a des façons de faire, comme ici avec la fonction recherche V, pour que ce codage soit traçable et réversible. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de changer d'avis après avoir recodé tout le fichier et ne pas avoir besoin de revoir les 10 000 éléments. Donc, grâce à ça, vous verrez comment on peut faire du recodage traçable, réversible et en masse. Alors ensuite, vous devrez faire l'analyse statistique de vos données. Alors, je vais vous dire les choses simplement. En fait, une bonne analyse, c'est une analyse qui est très simple. Et si l'analyse statistique, ça sert dans un... On peut le voir comme ça. Vous traficotez vos données, vous les regardez à la main avec des camemberts, des machins. Si vous voyez un phénomène, la statistique peut vous être utile pour savoir si c'est le simple fait du hasard ou pas. Autrement dit, si vous trouvez quelque chose, la statistique va vous dire c'est le hasard ou non, vous avez très probablement trouvé quelque chose. Mais si vous ne voyez rien déjà avec des méthodes graphiques et des trucs très simples, la statistique ne va pas vous faire apparaître des choses que vous ne voyez pas. En tout cas, dans les cas les plus simples. Donc, ça ne sert que à éviter d'avoir vu des choses qui n'existent pas. Ça ne sert pas à retrouver des choses que vous ne voyez pas. Donc, il faut vraiment l'imaginer comme un outil très simple, uniquement pour négativer certaines de vos conclusions, mais pas tellement dans l'autre sens. Donc, vous faites d'abord avec des méthodes très très simples, et vous confirmez avec les stats après, et pas l'inverse. Donc, il ne faut pas se lancer dans des trucs très compliqués. D'autre part, il y a des normes qui vous disent ce qu'il faut faire, et ces normes poussent les gens à la prudence, à la simplicité, etc. Donc, dans ces vidéos, vous avez pour chaque type de variable la façon dont on peut les décrire, et en particulier ce que vous pouvez écrire dans la partie matériel et méthode de votre thèse. Vous pouvez copier le texte tel quel,
et la façon de présenter un résultat. D'ailleurs, en l'occurrence, vous voyez que c'est très simple ici, moyenne, écart type. Mais il y a aussi la façon de l'écrire, la typographie, les parenthèses, les machins. Voilà. Pour vos analyses univariées, je vous ai fait un fichier Excel qui est prêt à l'emploi. Vous mettez votre tableau de données avec une ligne par individu et une colonne par variable, et ça vous fait automatiquement la plupart des choses dont vous avez besoin. Ce n'est pas la peine d'aller sortir un logiciel de statistique pour ça. Et surtout pour les tests bivariés, je simplifie un peu, qui sont des tests d'indépendance entre deux variables. Eh bien, vous avez un outil tout prêt. Il n'y a plus qu'à remplacer les chiffres en rose. Donc, vous voyez, là, ici, il n'y a que 6 cases à remplacer. Vous voulez tester l'indépendance entre la variable A et la variable B. Vous remplissez vos effectifs ici dans les 6 cases. Et automatiquement, ça vous produit, ils sont déjà prêts, bien sûr, hein, les deux graphiques, un dans un sens, l'autre dans l'autre. Vous avez le nom du test au-dessus, la p-valeur et la phrase de conclusion. On n'observe pas d'association statistiquement significative. Donc il n'y a plus qu'à remplir les chiffres en rose, ça vous fait tout. De la même manière, vous voulez comparer, entre guillemets, deux moyennes, c'est-à-dire tester l'indépendance entre une variable binaire et une variable quantitative. Par exemple, la taille du pénis. Oh zut, je suis encore retombé dedans. J'en ai plein le cul. Bon. Et lequel des deux groupes? Eh bien, vous mettez ici les tailles de pénis. Donc là, c'est 343 cm. Ah oui, quand même. Bon. Pour le groupe 1, pour le groupe 2, donc vous n'avez pas le même nombre. Ça vous calcule l'effectif, la moyenne, l'écart type, ça vous fait le test, et vous avez la phrase de conclusion, et ça vous fait même ici le box plot, si vous souhaitiez illustrer ça avec un graphique. Vous voulez tester l'indépendance, alors bon, presque indépendance entre deux variables quantitatives, comme la taille du pénis et la taille talon vertex, par exemple. Vous mettez pour chaque individu ces deux valeurs en x et y, donc là, il n'y a que 15 individus. Ça vous calcule automatiquement le coefficient de corrélation de Pearson, le test de nullité du coefficient de corrélation. Ça vous fait automatiquement un graphique avec un point par individu et une droite de régression. Et voilà quoi. Donc il n'y a plus qu'à copier-coller dans votre thèse. Sur la partie rédaction et présentation, donc la première question évidemment c'est qu'est-ce que vous devez présenter? Bien, le moins de choses possible, et ça c'est donné par des normes internationales qui vous sont exposées dans la vidéo. Et surtout, il y a une analogie ici qui est faite entre la rédaction d'un article et une recette de cuisine. Bien, la partie matérielle, en fait, c'est un anglicisme, c'est le matériau au sens le ciment, l'eau, machin. Ben, en cuisine, ce sont les œufs, la farine, machin. Donc matériel, c'est ça en fait. Ce n'est pas le matériel au sens les outils, pas du tout. Méthode, justement, ce sont les outils là cette fois. Fouetter, cuiser, émincer, découper, etc., étaler. Donc ce sont des verbes. Le résultat, c'est votre cake à l'estragon de 500 grammes. La discussion, c'est la comparaison de vos méthodes à celles des autres, comparaison de votre résultat aux autres, etc. Donc tout ça, c'est expliqué également. Et pour chaque élément d'information, on peut très facilement savoir dans quelle partie ça va être mis. Vous aurez un fichier prêt à l'emploi également pour faire votre flowchart. Alors, ce sont juste des éléments sous PowerPoint, mais souvent, on ne sait pas trop comment commencer. Et là, ces éléments se connectent bien et tout, donc c'est assez facile, c'est très souple. Et puis surtout, et je m'arrêterai là après, vous avez un fichier Word tout prêt pour votre thèse. Alors là, la couverture, c'est celle de l'Université de Lille. Je vais vous faire un fichier plus générique dans les jours qui viennent, avec la couverture, les remerciements. Alors ça, le jury regarde toujours les remerciements. Hein. Est-ce qu'il a bien mis que j'étais chevalier de la Légion d'honneur? Est-ce qu'il n'a pas dit que le copain à côté, c'était chef de service, alors que c'est moi qui suis chef de service? Enfin, ça, c'est à chaque fois, les gens regardent, et c'est l'occasion de s'emballer un peu dans les jurys. Donc vous commencez ici avec des exemples, les titres universitaires, les titres hospitaliers, les distinctions. Vous me faites l'honneur, je vous serai éternellement reconnaissant et toute ma vie, je prierai en dessous de votre portrait, etc. La partie sigle, avec déjà beaucoup de sigles, après vous supprimerez ce qui ne vous va pas et vous trierez par ordre alphabétique. Présenter sous forme de tableau, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut faire des tris. Si vous faites une liste à puces, vous ne pourrez pas faire du tri automatique. Le sommaire qui se construit automatiquement si vous utilisez les bons styles, donc ce n'est pas à vous de le faire, il se fait tout seul avec la numérotation des pages, etc. Ça se met à jour à chaque fois. Donc il est déjà prêt. La structuration ici avec une proposition de plan d'introduction qui va bien dans beaucoup de cas, une proposition de matériel et méthode en séparant bien les trucs.
Vous avez un modèle où c'est pour la thèse en français et un autre modèle où c'est pour la thèse sur article en anglais. Donc vous avez l'article en anglais au milieu et l'introduction, la discussion en français autour et la structure en français. Donc là, j'ai affiché celui en anglais. Et vous avez les étapes classiques d'une analyse. En général, vous aurez plus de choses à supprimer qu'à rajouter. Et la partie plan statistique également, que je n'ai pas mise. Donc il y a une page de plan statistique un peu standard et vous supprimez des trucs en fait. Et vous complétez les autres. Il y a une liste des tables qui se fait toute seule, automatiquement, la liste des figures qui se fait toute seule, les références bibliographiques qui se font tout seules parce que Zotero est déjà connecté dans ce document. Et à la fin, la 4e de couverture. Voilà. Donc ça vous fera gagner énormément de temps si vous partez de ça. Et ensuite, vous avez un fichier PowerPoint aussi qui peut vous être utile pour votre présentation. Ça, en général, les gens se débrouillent sans aide. Voilà, j'espère que ces ressources vous seront utiles et je vous remercie de votre attention.